Donc, alors pour ma part, Pauline Deschamps, je suis la directrice générale de Justifit. Justifit existe depuis 2015. Nous avons eu 10 millions de justiciables qui sont venus chercher des réponses à leurs problèmes juridiques sur notre plateforme l'année dernière. Et tous les mois, 12 000 mises en relation entre nos 2000 avocats et ces justiciables qui ont un problème juridique. Donc les avocats qui nous rejoignent sont des avocats qui veulent développer leur clientèle, voilà, parce qu'on leur envoie des clients, qui veulent aussi développer leur communication puisqu'ils ont une page dédiée sur notre site qu'on peut enrichir plus ou moins selon leurs désirs avec des articles, des vidéos. C'est aussi une boîte à outils puisqu'on permet aux avocats de faire des paiements en ligne, d'organiser des rendez-vous payants, de créer des conventions d'honoraires en 2 clics. Et puis, c'est une communauté avec des webinars comme aujourd'hui, des formations, donc des moments d'échange entre les avocats qui ont souvent cette problématique de développement de clientèle que nous connaissons bien, puisque c'est pour cette raison que les avocats nous rejoignent, pour développer leur clientèle. Voilà, pour Justifit. Alors, Lila Louise, donc toi, tu as fondé Fleur d'Avocat. Je te suis depuis 3 ans. Tu as un podcast qui est top. Et tu as créé à la suite de ça un site d'offres de recrutement en cabinet d'avocats qui s'appelle Iris et Thémis. Et tu connais bien le sujet puisque tu es une ancienne avocate. Donc, tu connais bien les problématiques, notamment celle du développement de clientèle et de la collaboration dont on va parler aujourd'hui. Donc, je te passe la parole. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu dans le chat quelques noms de personnes qui me sont familiers. Donc bonjour à celles et ceux que je connais et aussi bonjour à celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis donc Lila Louise Maréchaux, ancienne avocate au barreau de Paris en droit des produits de santé dans des cabinets d'affaires, et j'ai quitté la profession pour me reconvertir dans le monde de la RH. Tout a commencé par ce podcast Fleur d'Avocat, et puis de ce podcast sont nés des services de conseil et de formation sur plusieurs sujets. Puis finalement, la demande qui a émergé était celle de la communication et du marketing. Alors du coup, c'est devenu, on va dire, ma spécialité. Comme les avocats, finalement, mon profil a été presque déterminé par mes clients plus que l'inverse. Et voilà. Et donc, globalement, après 250 épisodes de podcast où j'ai eu la chance et la joie de m'entretenir avec des avocats de tous horizons sur leur développement, et donc des personnes qui étaient ou ont été à un moment collaborateurs. Et aussi d'après mon expérience en coaching et enfin plutôt en accompagnement et en conseil, j'ai une connaissance assez pointue de ces sujets de développement de carrière, et incluant le développement de clientèle, puisque développement de carrière et développement de clientèle sont intrinsèquement liés dans la profession d'avocat, et aussi de son articulation avec la collaboration libérale. Alors, on sait que cette fameuse collaboration, eh bien, c'est un statut qui vous permet de développer votre clientèle, mais qui vous permet de le développer dans des conditions, on va dire, qui sont pas forcément évidentes pour vous à saisir. Je veux pas ici faire un cours magistral sur ce que vous avez le droit ou pas de faire comme démarche de développement quand vous êtes collaborateur, parce que je pense que l'ordre et le CNB ont déjà produit des outils sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est finalement des questions de stratégie, parce que ce que j'observe beaucoup, c'est des questions de collaborateurs sur leurs possibilités de développement qui, on va dire, trouveraient une réponse plus facile si avant ça, on se posait une autre question. Et j'y viens tout de suite. Et cette autre question, c'est what's next? Donc, effectivement, j'ai zappé ma slide de présentation. Mais ça, c'est moi. Et donc, Fleur d'Avocat, comme vous savez, le podcast. Et Iris et Thémis, le site de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocat. Et pour en revenir à cette question initiale, c'est finalement, qu'est-ce que vous voulez faire de cette collaboration? Et je vous ai mis ici, globalement, les grandes options qui s'offrent à vous. Vous avez une option, si on commence en haut à droite, vous avez l'option quitter la profession d'avocat pour aller en entreprise. J'ai mis entreprise, mais ça peut être aussi régulateur, ONG. Voilà, il n'y a pas de, enfin, on va dire un grand mot pour dire vous quittez la profession d'avocat et vous devenez juriste dans un organisme en dehors de la profession d'avocat. Donc ça, c'est une option.
une option de carrière. Vous avez une autre option qui est, j'ai envie de dire, autre. Vous quittez la profession d'avocat, vous n'allez pas être juriste, mais vous allez faire plein d'autres choses formidables en dehors de cette profession. Et c'est aussi possible. Et puis, si on reste dans le giron de la profession d'avocat, vous avez, on va dire, deux grandes trajectoires possibles avec elles-mêmes deux sous-trajectoires. Vous pouvez vous installer. Et cette installation, elle peut se faire sur la base avec un positionnement et une activité qui est en concurrence avec votre cabinet. Par exemple, vous travaillez dans un cabinet qui fait du droit routier ou du droit de la réparation du dommage corporel et vous vous installez demain et vous allez faire du droit routier ou du droit de la réparation du dommage corporel. Donc, vous vous installez en concurrence, entre guillemets, directe avec ce que fait le cabinet dans lequel vous êtes collaborateur. Et vous avez l'autre option qui est vous vous installez pour faire quelque chose de différent de ce que fait votre cabinet ou de différent parce que, on va dire, c'est carrément une matière différente. Mettons que vous êtes collaborateur dans un cabinet d'avocats qui fait du droit public des affaires et qu'en fait, vous ayez envie plutôt de vous installer pour créer, par exemple, cas que j'ai croisé récemment dans mon parcours, pour créer un cabinet en droit des étrangers. Bon, là, il y a une absence de concurrence par la matière. Mais ça peut aussi être une absence de concurrence parce que globalement, vous n'allez pas être sur les mêmes opérations, sur le même segment de clientèle ou dans le même secteur d'activité. Mettons que vous faites du corporate M&A, que votre cabinet intervient principalement dans le secteur du textile, par exemple, et que vous ayez plutôt envie de développer le corporate M&A dans le secteur des pharmacies. Je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est vrai pour vous donner des archétypes très clairs, on va dire. Eh bien, d'une certaine manière, vous n'êtes pas en concurrence directe parce que vous êtes sur un positionnement qui est différent. Donc ça, on va dire, c'est une option. Vous êtes collaborateur, vous visez une installation et avec deux types de cas de figure, une installation concurrence et une installation absence de concurrence. Et puis, vous avez une autre option qui est l'association. Et alors, là, en vous parlant, je voudrais juste émettre une nuance. Pour moi, si vous quittez votre cabinet pour vous associer dans un autre cabinet, on va dire, je le pense quasiment comme une installation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous installez, vous vous lancez à votre bord. Il se trouve que ça passe par le format de l'association avec un autre cabinet. Mais je le mets dans la case installation. Là, quand je pense association, je pense association en interne dans votre cabinet. Vous souhaitez évoluer dans votre cabinet, grandir dans votre cabinet pour passer de collaborateur à associé. Et là, on a à nouveau, je ne sais pas si parmi vous, certains étaient au webinaire que j'ai eu le plaisir d'animer avec Dominique Jensen du cabinet Librato Avocat la semaine dernière. Mais on a relevé ces deux types, on va dire, d'association, de croissance dans votre cabinet, de développement dans votre cabinet. Vous pouvez vous associer et bénéficier d'une cession de clientèle ou d'une cession d'un portefeuille de dossiers, c'est-à-dire que votre cabinet n'attend pas nécessairement de vous que vous alliez chasser des nouveaux clients, que vous alliez chercher des nouveaux clients. En revanche, votre cabinet souhaite vous transmettre une partie de son activité qui peut se manifester ou par un portefeuille de clientèle ou par un portefeuille de clients, par exemple. Donc, moi, j'appelle ça une association cession. Vous bénéficiez d'une cession. Et la deuxième chose, c'est l'association croissance. En l'occurrence, une association qui est liée à on attend de vous que vous présentiez un business model avec le fait d'aller chercher des clients, d'aller chercher des nouveaux clients et de construire, on va dire, un département, de construire une nouvelle activité qui va être génératrice de chiffre d'affaires. Donc, globalement, vous avez ce panorama d'opportunités derrière la collaboration. Alors, peut-être une question et qui peut passer par un petit sondage d'ailleurs, qui serait, vous, a priori, vous êtes collaborateur. Vers quoi est-ce que aujourd'hui, la réponse à ce sondage ne vous engage pas sur 10 ans, mais aujourd'hui, a priori, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez plutôt vous installer, créer votre propre cabinet ou rejoindre un autre cabinet et auquel cas, est-ce que vous vous projetez plutôt vers une installation concurrence ou une installation avec absence de concurrence?
Est-ce que vous vous projetez plutôt dans une évolution en interne dans votre cabinet avec le fait de vous associer et peut-être avez-vous d'ailleurs déjà la réponse à, dans ce cas de figure, est-ce que ce serait plutôt une association session ou est-ce que ce serait plutôt une association croissance? En tout cas, je suis assez curieuse d'avoir vos retours sur le sujet et vos perspectives. Alors, on a tout de suite des. Alors déjà, je suis désolée pour les participants qui voient le PowerPoint, mais ni les vidéos ni le son. A priori, ça marche pour les autres, donc je ne sais pas trop quoi vous dire à part de regarder les paramètres sur votre ordinateur. Maître Bécon qui dit pour ma part installation de concurrence, une autre installation pour ma part avec concurrence a priori, une autre installation sans concurrence, une autre installation concurrence avec concurrence. Voilà. Donc, pas mal d'installations pour le moment. Voilà. Et Oui. puis de rester collaborateur. Et voilà. Alors ça, si vous savez, je pense que c'est un petit peu en dehors du sujet de ce webinaire. Mais moi, j'ai j'ai ma petite marotte et mon petit militantisme pour la collaboration salariée parce que je pense que c'est un mécanisme sous-estimé par les cabinets d'avocats, qu'il y a des personnes qui n'ont aucune envie de développer une activité et d'avoir cette casquette d'entrepreneur, entre guillemets, et pour qui ce serait un statut qui leur permettrait de rester avocat, de rester collaborateur, d'être extrêmement utile et voilà, et épanoui dans leur cabinet et que ce serait un win-win. Après, voilà, disons qu'aujourd'hui, la profession d'avocat n'a pas vraiment de prévoir, enfin, je veux dire, en fait, ça arrive, il y a des avocats qui sont collaborateurs depuis 20 ans, ils le sont sous un, voilà, ils le sont sous un statut. C'est pas une option satisfaisante. J'ai envie de dire si vous vous y retrouvez. Après, vous, entre guillemets, c'est pas la meilleure option. Enfin, je veux dire, si c'est pour pas développer une activité, c'est pas le statut le plus vertueux. Maintenant, la profession d'avocat aujourd'hui n'offre pas beaucoup d'alternatives à ça. Donc voilà, malheureusement, à moins d'une évolution des pratiques RH, voilà. Mais voilà, comme vous le voyez, nous partageons ce point de vue. En tout cas, pour en revenir sur le sujet qui est plus le sujet aujourd'hui de ce webinaire, qui est comment est-ce qu'on concilie collaboration et développement de clientèle. Eh bien, en fait, avant de se poser la question de cette conciliation et de la stratégie qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir concilier les deux, eh bien, il faut que vous soyez au clair avec vous-même, en tout cas pour aujourd'hui, parce que encore une fois, tout peut changer demain, mais au clair avec vous-même pour aujourd'hui sur la direction que a priori vous souhaitez prendre. Pourquoi? Parce que c'est très déterminant derrière sur votre positionnement en interne dans votre cabinet et les actions de développement que vous allez pouvoir plus ou moins confortablement mettre en place. Alors, Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer en revue. Pardon, Pauline. Donc, j'ai un commentaire de Maître Lecomte. Rester, donc, par rapport à l'objectif que tu définis, effectivement, rester collaborateur pour avoir un fixe stable et passer à temps partiel pour développer ma clientèle. C'est un peu le sujet du jour, finalement. Ça peut être le sujet du jour. Là, on est tout à fait dans les modalités voilà, on va dire la réduction du temps de travail pour son cabinet au fur et à mesure de la croissance de son activité personnelle ou de la croissance de l'investissement qu'on veut mettre dans son activité personnelle. Et effectivement, la collaboration vous permet d'avoir un revenu fixe et ça, c'est pas négligeable quand on est entrepreneur. C'est la stratégie d'une autre avocate, effectivement, qui dit que c'est sa stratégie. Oui, tout à fait. Donc, globalement, ça, c'est vos options. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on les passe en revue. Alors, j'ai commencé, on va dire, autre, j'écarte, parce que c'est trop flou pour qu'on puisse l'aborder et ça me semble trop éloigné du sujet développement clientèle et collaboration libérale. Très rapidement, je passe sur, on va dire, le projet de potentiellement, dans un deuxième temps, rejoindre le monde de l'entreprise, ou en tout cas de sortir de la profession d'avocat pour être juriste en dehors. Ça, c'est pas le sujet propre de ce webinaire, mais je voulais juste l'aborder, voilà. Globalement, dans cette optique-là, il y a 2 recommandations à avoir. C'est 1, de travailler votre réseau et 2, de travailler la visibilité sur votre expertise parce que ça va vous ouvrir des opportunités intéressantes demain, le jour où vous souhaiterez rejoindre le privé.
Alors, Je mets... Louise, je Oui. t'interromps. On a les résultats du sondage, donc vos projets pour Ah, demain. Donc, on a 61% des participants installation concurrence, ok. 17% installation sans aller à la concurrence, enfin sans être concurrent, 6% autres, 11% association croissance, 4% association session et 1% en entreprise. Voilà, merci. Ok, très bien. Bah, raison de plus pour passer très très rapidement sur cette slide, enfin sur ces slides autres et entreprises et plus s'attarder. Voilà, c'est très bien parce que ça me donne une idée de ce sur quoi je vais pouvoir m'attarder. Donc merci beaucoup pour ces résultats du sondage. Si on prend le cas de figure de l'association de vous êtes collaborateur et vous envisagez une association qui est une association session. Dans ce cas-là, la meilleure stratégie que vous puissiez adopter, c'est une stratégie qui va privilégier le fait de déployer votre réseau en interne dans votre cabinet d'avocat. Et j'ai envie de dire en interne, j'inclus les clients du cabinet enfin voilà, j'inclus globalement le cabinet et aussi les différents interlocuteurs du cabinet qui sont déjà les interlocuteurs du cabinet et qui seront encore vos interlocuteurs du cabinet demain quand vous bénéficierez d'une session, que ce soit client, mais aussi partenaire en tout genre du cabinet. Donc ça, un réseau à, on va dire, choyer, à chouchouter, parce que c'est aujourd'hui le réseau qui cultive ce portefeuille dont vous bénéficieriez demain, et donc il s'agit de maintenir ces bonnes relations, voire de les faire encore plus fructifier. La deuxième chose, c'est que ça vous empêche pas de faire les actions nécessaires à être visible par rapport à votre expertise. Globalement, vous allez voir que la visibilité sur votre expertise, c'est présent tout le temps et partout. Parce que ce soit en interne dans votre cabinet ou que ce soit à l'extérieur, même si là, aujourd'hui, c'est plus l'interne qui nous intéresse, le fait d'être visible sur votre expertise, c'est ce qui vous offre le plus d'opportunités et de potentiel pour demain. Donc, cultivez votre réseau interne, être visible sur votre expertise. Pourquoi? Parce que typiquement, dans votre cabinet, en fonction de la taille de votre cabinet, si vous êtes une toute petite structure où il y a, on va dire, moins de 10 personnes, à peu près tout le monde sait ce que fait tout le monde. Même si on peut être surpris et découvrir que quelqu'un a une compétence sur tel type d'opération, etc. Et puis en fait, on se rend compte qu'on ne le savait pas. On pensait juste qu'il faisait du droit du travail, mais on s'était jamais vraiment intéressé précisément aux opérations ou au type de clientèle qu'il développe. Et donc, ça peut ouvrir des expertises en interne, mais des opportunités en interne. Mais au-delà de ça, si vous êtes dans un plus grand cabinet, globalement, l'idée, c'est que les parties prenantes du cabinet, qui sont les parties prenantes d'aujourd'hui, préparez le fait que demain, vous bénéficierez, on va dire, comme associé d'un certain portefeuille et que rapidement, vous soyez associé à ce portefeuille de clients ou de dossiers qui vous sont confiés. Et que ça se sache, entre guillemets, et que vous soyez pleinement investi de cette nouvelle fonction et de ce qui va avec, c'est-à-dire ce portefeuille d'actifs qu'on vous cède. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, et ça tient plus à votre développement, on va dire, de clientèle mêlant collaboration. Vous avez tout intérêt, si vous souhaitez évoluer dans votre cabinet, et en plus, et si vous êtes dans une dynamique de session, vous avez tout intérêt à travailler avec votre cabinet en apport d'affaires. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt quand vous rentrez un client, quand vous rentrez un nouveau dossier, qui est en lien avec le positionnement du cabinet et le portefeuille de clientèle du cabinet, vous avez tout intérêt à négocier avec le cabinet, de l'apporter au cabinet et de l'apporter au cabinet, bien évidemment, contre une rémunération d'apport d'affaires, ce qui est possible entre un cabinet et son collaborateur. Moi, ce que je vois beaucoup, pour vous donner un chiffre, ce que je vois beaucoup comme apport d'affaires, c'est des chiffres qui tournent autour de entre 13 et 17%, on va dire, autour de 15%, pour vous donner un chiffre des pourcentages que je vois pratiquer. Donc, cultivez la notion d'apport d'affaires et bien évidemment, si possible et si c'est dans votre scope d'expertise, faites en sorte quand même que les dossiers potentiellement vous soient confiés à vous parce que c'est quand même appréciable de développer, de récupérer un client et puis ensuite derrière de le suivre et de suivre ses problématiques. Mais en tout cas, privilégiez plutôt privilégier l'apport d'affaires. J'ai envie de dire, comme on ne sait jamais de quoi sera fait demain,
mettez au clair avec votre cabinet. Et je sais que pour certains cabinets, c'est très clair d'entrée de jeu. On a travaillé par exemple chez Risset Emis avec le cabinet Auria Media. Chez Auria Media, c'est très clair d'entrée de jeu qu'il y a une clause selon laquelle les clients qui sont apportés par le cabinet, par le collaborateur, si le collaborateur s'en va, quelle que soit la raison, il part avec les clients qu'il a apportés avec son cabinet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de conflit là-dessus. Maintenant, le client reste toujours libre de choisir son avocat et s'il veut rester chez Auria Media, en l'occurrence, c'est possible. Mais voilà, c'est très clair et c'est mis dès le départ et c'est d'ailleurs indiqué dans l'annonce pour rassurer la personne qu'il s'agit ici de flouer personne. Donc, si pour vous, c'est pas clair, je veux dire, dans la perspective dans laquelle vous êtes, c'est un sujet que vous pouvez aborder, c'est-à-dire de clarifier le sujet de la même manière que vous invitez vos clients, si vous faites du droit des contrats, à clarifier les relations d'entrée de jeu et ce qui peut se passer si ça se passe mal, c'est la même chose pour vous. Donc, recommandation, apporter du business au cabinet parce que c'est le cabinet dans lequel vous serez demain et ça ne va faire que cultiver une bonne dynamique, une dynamique vertueuse de synergie entre votre cabinet et vous qui vous met en posture de futurs associés. Faites-le quand même en n'oubliant pas votre intérêt personnel qui est quand même de récolter financièrement parlant les fruits de ce que vous pouvez apporter par le biais potentiellement d'un apport d'affaires. Et encore une fois, ça se pratique et c'est OK avec la déontologie entre le cabinet et le collaborateur. Et aussi, voilà, faites en sorte qu'en cas de problème, globalement, minimiser le risque de conflit sur à qui est-ce que vous pouvez informer de votre départ. Voilà, encore une fois, même si c'est qu'une histoire de plan B. Quatrième chose, et ça c'est pareil, je le mets partout, mais parce que en fait, l'idée c'est que vous y pensiez en amont, épargner parce que cette cession d'activité, il est possible qu'elle soit déjà épargnée parce que dans la vie, c'est bien d'avoir un matelas de sécurité. Mais au-delà de ça, il se trouve qu'en cas de cession, il est possible que votre cabinet vous demande une contrepartie financière, enfin qu'il y ait une transaction financière autour de cette cession d'activité, autour de cette association par la cession. Et donc, ne vous retrouvez pas, si vous savez que c'est ce qui vient et si vous anticipez que c'est une voie possible, voire que c'est la voie que vous souhaitez privilégier, préparez-vous en amont pour être prêt ou le plus près possible le jour où la question se pose. Ne vous retrouvez pas bloqué dans cette association parce que vous n'avez pas les moyens, entre guillemets, d'y accéder et que vous ne trouvez pas d'accord financier avec le cabinet. Voilà, ce serait vraiment dommage si vous vous êtes préparé, que ça se passe bien avec le cabinet, que vous vous y projetez, que vous avez envie d'y rester, d'être bloqué dans votre évolution comme associé parce que vous n'avez pas, entre guillemets, mis de côté ce qui vous permet d'accéder à ce statut. Donc ça, c'est le cas de figure collaboration qui évolue vers une association en interne où vous allez plutôt bénéficier d'une cession, d'un portefeuille de dossiers ou d'un portefeuille de clients. Et là, globalement, vous avez moins besoin, enfin vous avez même, votre sujet n'est pas d'apprendre à devenir un chasseur. Votre sujet est de chouchouter, de déjà prendre cette posture de futur associé et de chouchouter les clients et les parties prenantes avec qui vous êtes déjà en relation aujourd'hui pour que demain, ce soit une évidence que vous êtes le nouvel interlocuteur en charge de cette pratique. Alors, Lila Louise, on a une question d'une avocate. Oui. L'apport d'affaires, justement, cette logique d'apport est-ce qu'il ne concerne que les dossiers potentiels, donc contentieux conseil, ou bien c'est une stratégie qui peut aussi concerner des formations potentielles auprès d'entreprises, par exemple? Je pense que ça concerne tout type d'activité que vous apportez au cabinet. Si vous apportez des formations, si vous apportez une activité de formation rémunérée, où le cabinet va former dans des entreprises ou d'autres organismes et que cette simple action de formation fait l'objet d'une rémunération du cabinet, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas, je veux dire, c'est un nouveau client pour le cabinet et le service qui est rendu, il se trouve que c'est pas un conseil, c'est pas un contentieux, mais c'est de la formation. Mais n'empêche que c'est un nouveau client pour le cabinet, vous générez du chiffre d'affaires pour le cabinet, donc vous êtes tout à fait légitime à être redevable à être bénéficiaire d'une commission d'apport d'affaires. Et alors, sinon, tu as répondu à la question, je pense. Après, c'est l'avocat qui a posé la question, peut tout à fait la reposer. Mais qu'est-ce qui empêche le développement de clientèle en étant collaborateur à temps plein? Est-ce que ce statut n'est-il pas fait pour ça? Non, effectivement, c'est fait pour ça.
pour pouvoir développer. On va tout à fait y venir. On va tout à fait y venir. Alors, vous avez la deuxième hypothèse d'association, c'est-à-dire évolution en interne, qui est l'association croissance. Donc là, ça veut dire que globalement, votre cabinet, il attend de vous que vous développiez une activité. Il attend de vous que vous développiez du chiffre d'affaires au bénéfice du cabinet. Et demain, si vous êtes associé, vous aurez des objectifs de chiffre d'affaires qu'il faudra que vous alliez chercher. Globalement, c'est ce qu'on attend de vous. Avec plus des délais qui sont plus ou moins courts, le temps d'arriver jusqu'à la constitution de ce chiffre d'affaires. Enfin voilà, chaque cabinet négocie ça et vous pouvez négocier ça avec votre cabinet aussi, le temps qu'on vous donne, les moyens qu'on vous donne pour atteindre ce palier de croissance, etc. Mais ça reste quelque chose qu'on va attendre de vous, que vous développiez une pratique. Et donc là, il faut la jouer finement. Qu'est-ce que ça veut dire la jouer finement? Eh bien, ça veut dire que déjà, il faut que vous pensiez votre positionnement au stade de votre développement. Il faut que vous le pensiez de façon qui soit complémentaire avec le cabinet. Je vous explique. Vous risquez d'avoir un problème si, mettons que vous faites, je sais pas moi, vous faites du droit public des affaires et vous êtes dans un cabinet où il y a un jeune associé qui développe énormément le droit de l'urbanisme pour un certain type de clientèle, des promoteurs immobiliers par exemple. Ok. Bon, vous, si collaborateur, vous vous dites, ben, je veux aussi être associé et je vais développer exactement ça. Je vais aussi me mettre à développer l'urbanisme pour les promoteurs immobiliers. Eh bien, potentiellement, vous êtes en train de marcher sur les plates-bandes de votre futur associé. Votre futur associé, c'est quand même votre futur partenaire, et voilà. Et donc ça, c'est la porte ouverte vers des conflits. C'est la porte ouverte, enfin, disons-le, hein, c'est la porte ouverte vers des conflits, à moins que vous vous mettiez d'accord avec la personne, que la personne, d'une certaine manière, elle vous dise, ben, nous, on veut être la référence en droit de l'urbanisme pour les promoteurs immobiliers, et toi, tu vas plutôt chasser les promoteurs immobiliers de tel segment de taille ou de telle zone géographique, et moi, je chasse tel autre. Auquel cas, entre guillemets, vous vous mettez un petit peu d'accord sur la manière dont vous pouvez concilier le fait que tous les deux, vous allez chasser le même type de profil. Mais s'il n'y a pas, on va dire, cette réflexion, eh bien, vous êtes en train de préparer le terrain de futures difficultés relationnelles au sein du cabinet. Donc, recommandation, pensez votre positionnement comme étant complémentaire, c'est-à-dire que vous allez apporter quelque chose au cabinet, vous allez développer quelque chose au cabinet. Dans quelle manière est-ce que vous pouvez développer quelque chose que le cabinet ne fait pas déjà, mais qui est quand même dans la ligne directrice du positionnement du cabinet par rapport à l'identité de marque du cabinet et à ce qui est développé par les autres associés, ne serait-ce qu'en regardant leur portefeuille de clientèle. De quoi est-ce que les clients de vos associés peuvent avoir besoin demain, sur lequel aujourd'hui personne n'est vraiment sérieusement positionné. Ça, vraiment, j'ai envie de dire, c'est la réflexion la plus essentielle que vous pouvez mener en amont. Il y a un épisode du podcast Fleur d'Avocat qui aborde ce sujet. Il y en a même 2 que je vous recommande qui abordent ce sujet de façon très, avec beaucoup de franc-parler. Vous avez celui de Emmanuel Porte qui est aujourd'hui managing partner chez Bird & Bird. Et plus récemment, vous avez celui de Olivier Bonneau chez Rivière Avocats Associés. Et voilà, ces 2 personnes, au moment de développer leur clientèle, elles ont pensé qu'est-ce que je peux créer qui soit complémentaire, qui fait que je ne marche pas sur les plates-bandes de mes associés et qui fait que j'apporte de la valeur au cabinet d'avocats. Et c'est vraiment, si vous avez une seule question à vous poser, c'est celle-ci. Pour reprendre l'exemple d'Emmanuel Porte, par exemple, elle faisait du droit des affaires, corporate M&A, private equity. Elle allait développer une pratique là-dedans. Et il se trouve qu'elle a vu une opportunité par le biais d'un dossier sur le milieu des biotech, des biotechnologies, et que du coup, elle a axé son développement dans le secteur spécifique des entreprises dans le milieu des biotechnologies. Et de cette manière-là, elle développait une activité qui était déjà dans son cabinet, mais sur laquelle aucun de ses associés ne s'était ouvertement déclaré et positionné. Okay, et ça, c'est extrêmement vertueux. Nous, pour faire le lien avec ma pratique dans Iris et Tennis,
on essaye au maximum de vous donner les clés de lecture de ça. C'est-à-dire que, parce que je considère que surtout quand on est, quand on a une âme de développement, et puis encore plus quand on commence à être un avocat un peu middle, voire senior, qui se pose ces questions de la suite et du développement d'une activité, eh bien, ça peut être pas mal d'avoir déjà des informations sur ce qui va intéresser le cabinet comme développement pour demain. Donc, si lors de nos échanges avec nos clients dans Iris et Thémis, on identifie qu'il y a un point sur lequel ils aimeraient bien axer du développement, c'est juste que pour le moment, ils ont pas encore, parce que ça prend du temps et de l'énergie de développer. C'est-à-dire que c'est un investissement, c'est du temps qui est du non facturable qu'on va prendre pour aller chercher de nouveaux territoires de développement. Donc, si eux ne font pas l'effort de le faire, ça peut les intéresser que vous fassiez cet effort et puis ensuite de vous absorber. C'est la vie des grandes entreprises, de voir des petits se développer et de se dire, ah ben tiens, ça c'est intéressant pour notre portefeuille d'actifs et donc on va acquérir cette société. C'est un peu la même chose avec vous, avocats. Donc, c'est ce qui fait que vous pouvez lire dans les annonces qu'on fait chez Iris et Thémis, le cabinet est intéressé par le fait de développer tel type de matière très, très, très particulière. Et là, vous voyez que si c'est un truc qui vous intéresse, vous avez un boulevard pour vous positionner dessus, écrire, rédiger des articles, vous rendre à des conférences, bref, faire ce travail de positionnement et voir si vous pouvez développer ça. Donc, globalement, positionnement complémentaire. Réseau externe, c'est-à-dire, j'ai envie de dire réseau interne toujours, et en plus de ça, rajouter du réseau externe parce qu'on attend de vous que vous soyez chasseur. Ça va avec, souvent, le fait de réseauter et le fait d'avoir la visibilité de l'expertise, ça va ensemble. Travaillez votre visibilité pour votre expertise. Épargnez toujours pour cette même question qui est que l'association peut vous être demandée avec une contrepartie. Et puis épargnez parce que de toute façon, quand bien même cette association, cette évolution en interne ne se fait pas, vous aurez de quoi vous aider à vous installer si jamais c'est finalement le plan B qui n'est qu'un plan B, mais au moins vous êtes préparé. Mais voilà, travaillez votre positionnement complémentaire, travaillez votre réseau externe, travaillez la visibilité de votre entreprise. Et je ne l'ai pas mis, mais là se pose la question de est-ce que vous apportez les dossiers au cabinet ou est-ce que vous les gardez pour votre activité à vous? Je pense que ça dépend de vos relations avec vos cabinets et aussi, ça dépend de si votre cabinet vous rassure et si vous négociez avec votre cabinet quelque chose d'intéressant et surtout de clair sur le fait que ce portefeuille de clientèle que vous êtes en train de développer, si jamais vous partez parce que l'évolution en interne ne se fait pas, c'est vos clients. Et c'est complètement OK que vous les informiez de votre départ du cabinet et de leur laisser la possibilité à vos clients de vous choisir, vous, et de vous suivre dans votre aventure en dehors du cabinet si jamais ça devait arriver. Donc, globalement, ma reco, c'est si vous apportez ces dossiers au cabinet, pourquoi pas, on va dire que ça ne fait que renforcer et de rendre très visible au cabinet le développement que vous faites et l'impact sur le chiffre d'affaires du cabinet et voilà, le chiffre d'affaires que vous générez. Prenez votre commission d'apport d'affaires, évidemment, mais par contre, faites en sorte que ce soit très clair que ces clients peuvent partir avec vous si jamais l'évolution finalement n'a pas lieu en interne. OK ? Le win-win, ça passe aussi par la sécurisation de votre position. Pauline, est-ce qu'il y a des sujets qui ont émergé là-dessus ou est-ce que je passe à la slide suivante? Non, tu peux passer à juste en termes de temps, il nous reste 18 minutes. Voilà. Ok, je me dépêche. Ensuite, vous avez, et ça c'est facile, collaboration, installation, absence de concurrence. Ça, c'est facile. La voie est libre. Globalement, travaillez votre réseau sur les sujets, de façon pertinente par rapport à votre positionnement futur. Travaillez la visibilité de votre expertise. Épargnez parce que le moment où vous vous installerez, vous serez content d'avoir un matelas de sécurité. C'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises dans des podcasts récemment. Et je pense le plus récent, c'était Vanessa Blo à Lille en droit de la famille. Donc voilà, mais globalement c'est facile parce que les efforts de développement que vous allez faire, votre cabinet va pas se sentir menacé par ce sur quoi vous allez communiquer. Alors une réserve quand même. C'est si vous êtes sur un segment qui est vraiment extrêmement différent de celui du cabinet. Je pense par exemple si vous êtes avocat et dans la manière dont c'est visible. Je m'explique.
j'ai pu avoir une cliente qui était avocate en droit social dans un cabinet qui fait côté entreprise et qui, en matière de développement, avait plutôt axé des publications du côté des salariés. Et son cabinet lui a dit, mais en fait, tu communiques pas du tout de façon cohérente avec l'image de marque du cabinet. Bon, là, on est en plein dans le problème de la collaboration libérale. C'est que vous êtes soi-disant libéraux et indépendants et vous êtes censés pouvoir faire ce que vous voulez de votre développement. Mais la vérité, c'est que vous devez un minimum prendre en compte de façon stratégique, voilà, votre plus gros client qui à date est votre cabinet, le cabinet dans lequel vous êtes collaborateur et qui se soucie de son image de marque aussi, lui, en ligne. Et comme il est possible que vous soyez, et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, visible des clients, bien les clients voient votre activité et ça peut semer, on va dire, une forme de doute dans l'image globale. Donc ça peut vous amener, on va dire, à choisir des options de développement qui sont pas forcément celles qui font que vous êtes très visible des clients de votre cabinet et de votre cabinet. Vous en avez d'autres, vous pouvez travailler votre réseau autrement, vous pouvez aller publier ailleurs que sur des choses qui sont extrêmement visibles comme LinkedIn, voilà, des conférences, des choses et d'autres, mais en tout cas, prenez-le en compte. Si du côté de votre cabinet d'avocat, ça pose pas de problème que vous puissiez avoir une communication, on va dire, sur les sujets qui sont les sujets autres que ceux du cabinet, eh bien, allez-y gaiement. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça dépend ça va dépendre de vos relations avec votre cabinet. Ça va dépendre de l'appréciation de la collaboration libérale selon votre cabinet. Et moi, je peux vous dire tout ce que je veux dire, on peut parler de la théorie de la collaboration libérale autant qu'on veut. La vérité, c'est que tant que vous êtes financièrement dépendant de votre collaboration libérale et que vous n'êtes pas prêt à vous installer, vous êtes obligé de prendre en compte un minimum cette question-là. La question en termes de communication, à quel point est-ce que vous pouvez pousser le trait. Donc voilà, à jauger, vous, in concreto, sur ce point-là. Mais en tout cas, a priori, au moins, vous n'avez pas la difficulté d'apparaître comme une menace pour eux demain. Ils peuvent pas, je veux dire, si vous communiquez en droit des étrangers alors que le cabinet fait du droit public des affaires, le cabinet peut pas vous soupçonner d'aller lui piquer ses clients demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, déjà, c'est une énorme épine en moins dans votre pied. Donc voilà, globalement, travaillez votre réseau, travaillez la visibilité sur l'expertise qui concernera votre installation, pas sur votre expertise actuelle. On s'en fiche de votre expertise actuelle. Vous la mettez juste au service de votre cabinet, mais pour votre installation future, c'est pas le sujet. Et épargnez. Et maintenant, on va dire, et après se pose la dernière question qui est la question du temps. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Ça doit être tous les 2 mois, je fais un petit post pour dire quel est le temps de travail que doit le collaborateur à son cabinet. Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. Et donc, on en revient à quelque chose de complètement au doigt mouillé finalement, c'est un peu comme ça vient, quoi. Donc, moi, à mon sens, quand vous êtes collaborateur libéral, vous devriez pouvoir dédier on va dire, au moins une demi-journée, si c'était une journée, à votre développement. Et je ne parle pas juste du traitement des dossiers, parce que pour avoir des dossiers perso, il faut aller les chercher. Et donc, vous devriez aussi pouvoir passer du temps de pur investissement en business dev. Voilà. Et surtout, si vous avez comme projet de vous installer demain. Je vous dirai pas la même chose si vous êtes dans un projet d'évolution en interne, comme on l'a vu avant. Et ensuite, dernier cas de figure, c'est la collaboration, installation, concurrence. Bon, là, c'est clairement le plus touchy. C'est le plus touchy parce que vos actions de développement, si vous voulez qu'elles soient visibles, ça veut dire que votre cabinet va potentiellement vous voir comme un futur concurrent et ça peut les tendre parce que même si ils adorent la collaboration libérale, qui est censée être conçue pour que demain vous vous installiez et que vous créiez votre cabinet, c'est l'origine même de la particularité de ce statut. Eh bien, en fait, la matérialisation assez concrète de ces principes qui passent par le fait que, effectivement, vous soyez un concurrent, pour le coup, ils sont beaucoup moins confortables avec ça. Donc, globalement, à vous de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez faire ça en ayant un positionnement qui est à la fois concurrence, mais pas forcément une concurrence exacte et directe sur celle du cabinet.
Et ça peut se jouer sur des subtilités, hein. Ça veut dire que ça peut se jouer sur des subtilités. Voilà, pour reprendre l'exemple du dommage corporel, peut-être que votre cabinet fait beaucoup de dommages corporels, accidents de la route, et que vous allez faire plutôt du dommage corporel, accidents médicaux. Voilà. Ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça peut se jouer sur ce genre de subtilité-là qui, du coup, le temps de votre collaboration, vous permettent de coexister de manière pas trop belliqueuse avec votre cabinet. Donc déjà ça. Après, vous avez un autre flou sur lequel vous pouvez jouer, c'est-à-dire que votre cabinet, vous savez que vous développez pour vous installer demain. Votre cabinet n'est pas forcément obligé de le savoir. Donc, à moins que votre cabinet vous ait fermé la porte de l'association et de l'évolution en interne, vous pouvez aussi maintenir, vous, le flou. Enfin, je suis désolée, hein, en fonction de à qui je m'adresse, forcément, je conseille pas la même chose, mais globalement, si je m'adresse à vous, collaborateurs, et que se pose la question d'une installation sur un segment concurrentiel par rapport à votre cabinet, vous avez tout intérêt, si jamais la question n'a pas été clarifiée avec votre cabinet, de pas que ce soit pas d'une évidence propre que vous développez ça, et c'est bien pour votre pomme et c'est pas pour celle du cabinet. Si le cabinet vous a fermé la porte, dans ces cas-là, il peut s'en vouloir qu'à lui-même que votre développement ce soit pour votre pomme, et j'ai presque envie de dire, ça solutionne le sujet, ok? Bon, là, je suis en train de parler des cas où les cabinets posent problème sur cette histoire de développement, mais il y a aussi des cabinets qui n'ont pas de difficultés, et heureusement, voire qui vous encouragent à développer votre clientèle, et qui seront même ravis de vous aider dans la mesure du possible dans votre développement. Et voilà, sachez que ça existe. Mais je vais plutôt parler des cas problématiques parce que sinon, vous ne seriez pas là. Donc voilà, installation concurrence. Cette question qui se pose autour de à quel point est-ce que oui ou non vous allez être expansif et visible. Mais globalement, à partir du moment où vous considérez que, et c'est pour ça que je mets l'épargne aussi, hein, épargner, parce que cette épargne, c'est ce qui fait que demain, s'il y a un problème sur vos actions de développement, que votre cabinet trouve que vous y passez un petit peu trop de temps, que votre cabinet vous fait des remarques sur vos publications sur LinkedIn, parce que mine de rien, en fait, ils sont un peu jaloux et puis qu'ils ont l'impression que vous marchez sur le plate-bande et que c'est pas loyal, globalement, c'est ce qui peut vous permettre de finalement vous dire, bon, moi, ma priorité, c'est quand même de m'installer et de développer ma clientèle. Donc, tant pis pour le cabinet, je me lance, ok? Si jamais ça se tend. Et c'est pas pour ça qu'il faut le faire, hein, c'est juste, vous avez la possibilité de le faire et voilà, gardez vos options ouvertes. Mais c'est pour ça que je vous disais que ma recommandation dans ce cas-là, c'est voilà, travailler votre réseau, on va dire externe, parce que a priori, le cabinet vous enverra pas de dossier, sauf si vous vous positionnez dans votre installation sur un segment qui sera différent. Travailler la visibilité de votre expertise, je l'ai mis entre parenthèses pour les raisons évoquées, qui est que ça peut être délicat pour certains cabinets et ça peut tendre les relations. Et si vous n'êtes pas prêt à ce que ces relations soient tendues de ce point de vue-là, peut-être que vous allez plutôt choisir une visibilité sur votre expertise par d'autres canaux en termes de développement. L'apport d'affaires à votre cabinet, à vous de voir, encore une fois, je le mets aussi entre parenthèses ici, parce que globalement, ça va dépendre d'à quel point est-ce que vous avez une sécurité sur le fait que vous pourrez informer vos clients de votre installation le jour venu sans que ça pose problème et que c'est bien clair que les clients que vous avez apportés au cabinet sont vos clients. Bien évidemment, épargner, parce que comme ça, vous avez la porte ouverte pour votre installation demain, voir si elle est précipitée parce que votre cabinet grince des dents, tout ça. Des choses que vous avez évoquées de vous-même, et j'ai presque envie de dire, saisissez-vous de ces choses-là. Si au fur et à mesure de la croissance de votre activité, vous pouvez négocier progressivement avec votre cabinet une réduction de votre temps de travail pour le cabinet, mais ça implique que tout le monde se mette d'accord sur le fait que du coup, il y a une notion de temps de travail dans cette collaboration, hein, ce qui n'est pas évident, mais que vous passiez au 4/5e, au 3/5e, etc., etc., vous pouvez trouver un win-win avec votre cabinet là-dessus qui permet à votre cabinet de se réorganiser, d'avoir le temps de recruter avant un départ brutal, etc., etc. Et vous, ça vous permet d'avoir une baisse en rémunération fixe qui est progressive et donc de vous rassurer aussi sur les aspects de chiffre d'affaires. Donc, si cette possibilité existe, vraiment, saisissez-vous-en.
Attention au temps partiel, énormément de remontées de mon côté sur le fait que beaucoup de collaborateurs à temps partiel qui en fait font du 5/5e en 3 jours ou se retrouvent dérangés par le cabinet les jours ou les moments où ils sont censés être off, ok, enfin être off, être en train de travailler sur leur activité propre. Donc, si vous prenez l'option du temps partiel, soyez le maître du cadrage. N'attendez pas que ce soit votre cabinet qui cadre le caractère partiel de votre temps de travail pour eux, parce qu'ils ne le feront pas. Partez du principe qu'ils ne le feront pas. Donc, ce sera à vous de cadrer et de dire, là, globalement, j'ai épuisé mon quota pour cette semaine. Je peux travailler plus, mais c'est une facturation complémentaire, ou sinon, on rééquilibre par rapport à la semaine prochaine ou à la semaine suivante. Mais sachez, et vraiment j'insiste là-dessus, que vous serez le maître du cadre du caractère partiel de cette collaboration et qu'il faut que vous soyez à la fois souple parce que c'est pas parce que vous êtes à 3 jours par semaine qu'il faut absolument refuser le fait de travailler une demi-journée de plus, juste que ce soit très clair en termes de cadre, si cette journée elle est retirée d'une journée prochaine ou si c'est une facturation complémentaire parce que vous êtes hors cadre qui va avec une rémunération, enfin je veux dire, votre rétrocession d'honoraires, elle est limitée en temps partiel comme en général. Ok. Voilà globalement ce que je voulais parcourir avec vous sur le sujet. J'espère avoir apporté, on va dire, un petit peu de cadre sur les différentes perspectives et du coup, en pratique, vos différentes stratégies pertinentes de développement ou pas. Je sais que c'est très in concreto à apprécier ensuite derrière, hein, mais bon, c'est le problème de toute formation, c'est que on ne peut que donner des grandes lignes, mais après l'appréciation de concreto, il faut aller mettre le nez dans votre situation très particulière au global. Mais c'était déjà le cadre que je voulais vous amener pour peut-être vous aider à clarifier la manière dont vous percevez le futur et deux, les outils de développement, les stratégies de développement que vous allez privilégier. Merci Lila Louise. Alors, il nous reste 5 minutes. Merci pour tout ça. Tout le monde a l'air d'avoir beaucoup apprécié. Donc, il y a 2 questions. Une première, je pourrais peut-être un peu répondre partiellement, qui est comment faire pour développer sa clientèle. Alors, évidemment, Justifit qui organise le webinaire, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, la majorité des avocats qui sont chez nous, donc on en a 2000, sont des avocats ou bien qui sont collaborateurs dans un cabinet. Donc, tout à fait, les échanges qu'on a avec eux, c'est sur ce que tu décris, Lila Louise, comment gérer le temps partiel, comment faire, comme vous dites, Maître Boirel, pour qu'il n'y ait pas de friction vis-à-vis des associés. On a aussi des avocats qui sont à leur compte et qui veulent développer leur clientèle. Et on a aussi des avocats qui veulent développer un nouveau pan de leur business sur un nouveau domaine de droit, puisque c'est l'occasion, parfois, c'est ce que tu disais, développer un domaine de droit complémentaire. On n'a pas forcément un réseau dans tous les domaines de droit. Donc, si on veut se lancer, voilà, Justifit peut être une occasion. Est-ce que toi, tu aurais d'autres outils de développement de clientèle? Ah oui, et j'ajoute qu'effectivement, on a fait plusieurs webinaires sur ce sujet parce que c'est une demande qui revient régulièrement. Donc, vous pouvez aller regarder sur notre site Maîtrise par Justifit. J'ai mis le lien et on vous l'enverra après pour les regarder, qui donne des idées de comment développer sa clientèle. Est-ce que toi, Lila Louise, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est une question bien trop vaste. C'est une question bien trop vaste pour y répondre. Le marketing, il y a beaucoup trop de choses à couvrir. Inscrivez-vous à ma newsletter déjà parce que globalement tous les dimanches, presque tous les dimanches, j'y mets parce que de temps en temps je parle pas de BD, mais quasiment tous les dimanches je parle de sujets qui sont liés au développement d'une entreprise en m'appuyant sur des exemples et souvent c'est les exemples du développement de mes entreprises, mais en tout cas c'est toujours des cours de marketing. Et puis après, voilà, il y a plein de stratégies possibles, la prospection, le marketing de contenu, le réseautage. Voilà, il faut que vous trouviez la vôtre et qu'ensuite vous mettiez en œuvre. En tout cas, gardez en tête que vous mettez pas partout. Choisissez quelque chose qui vous convient et ensuite soyez régulier parce qu'il n'y a que la régularité qui paye. Merci, Louise. Alors, une autre question, et je comprends parce qu'effectivement, c'est la question que je me poserai à leur place, c'est comment faire, donc une avocate dit comment développer davantage ma clientèle perso, notamment via les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est souvent connecté avec tous ses collègues, son associé, etc. Mais je crains que mon cabinet s'en rende compte, oui, c'est probable, et qu'il adopte une attitude beaucoup plus désagréable à mon égard, voire qu'il augmente ma charge de travail en représailles. Ouais, ben là vraiment, en fait, c'est un sujet. Enfin, si votre crainte c'est ça, ça veut dire que c'est une crainte sur enfin,
derrière, c'est un sujet sur l'affirmation et la visibilité de votre projet et de votre, entre guillemets, de votre désir. Donc, je sais pas, j'ai pas de réponse toute faite à cette question. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que si jamais ça se tend au cabinet et que ou on vous rajoute du travail, est-ce que vous vous sentirez, enfin, ça veut dire qu'il faudra que vous cadriez ça, que vous disiez non, et que vous cadriez avec votre cabinet le travail qu'il vous fournit pour pouvoir faire respecter le caractère libéral de cette collaboration. Si le sujet, c'est presque, parce que ça peut arriver, hein, si le sujet, c'est aussi celui de j'ai peur que le cabinet voit comment je publie et qu'il se moque de moi, etc., etc., ben là, c'est aussi un sujet de confiance dans votre propre prise de parole sur les réseaux et sur votre projet et sur qui vous êtes dans votre développement. Ces deux sujets sont des sujets que je vous invite à travailler en coaching. Il y a des gens très bien et je serais ravie de vous recommander des noms en message privé si vous rencontrez ces difficultés, on va dire, et d'affirmation de votre projet de développement et d'affirmation très concrète par le biais de prise de communication publique sur votre développement. D'une part, et sur le fait de vous affirmer aussi dans le cadrage de vos relations avec le cabinet pour faire respecter le cadre de votre relation de travail avec votre cabinet. Mais dans tous les cas, si vous avez cette crainte, c'est d'autant plus important d'épargner. Parce que c'est d'autant plus important que vous soyez, que financièrement parlant, vous puissiez voir venir si jamais il y a une difficulté qui émerge. Et peut-être j'ajouterais, si vous avez peur qu'ils exercent des représailles, en fait, s'ils font ça, c'est qu'ils ont peur que vous ne dédiez pas tout le temps que vous leur devez, ou peut-être surtout les rassurer sur le fait que vous allez bien traiter les dossiers de la bonne façon et qu'ils n'ont pas de crainte à avoir, peut-être les rassurer. Lila Louise, merci pour cette heure passée ensemble, c'était top. Je vais Avec plaisir. à écouter tes podcasts. On va envoyer à tous les participants un email d'ici 10 jours dans lequel il y aura un lien vers le replay du webinaire que vous pourrez aussi trouver sur notre blog Maîtrise et un article qui récapitulera les points les plus importants. Et puis, on mettra dedans aussi un lien vers les deux épisodes de podcast que tu as cités, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de noter. Voilà. Ouais. Et puis, on mettra aussi des liens vers des webinaires que nous, on a fait sur comment développer sa clientèle et comment réseauter. Voilà, c'est deux points que j'ai retenus de ce que tu as dit. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, contacter quelqu'un de chez Justifit si vous voulez en savoir plus pour développer votre clientèle et voilà, quitter peut-être une collaboration pour voler de vos propres ailes. Merci Lila Louise, merci à tous. Merci à vous tous. Et puis pareil, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn notamment et je pense que mon mail est facile à trouver si jamais vous voulez aborder ces sujets avec moi ou que vous avez besoin que je vous fasse des recommandations de personnes qui peuvent vous accompagner dans votre défi de développement, quel que soit votre défi. Voilà. Bon, merci à tous.